Eh ben, merci beaucoup pour cette invitation, je suis ravi d'être là. Et puis, étant donné le contexte, ou en tout cas ce que je comprends du contexte du pôle Pégase, je me suis dit que j'allais présenter quelque chose qui est un peu atypique dans ma recherche, puisque principalement je suis quelqu'un qui s'intéresse au développement des compétences mathématiques chez l'enfant. Mais ce n'est pas ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Enfin, il y a une partie de ça, mais en fait, c'est juste une toute petite partie. Je vais vous parler d'un projet sur lequel j'étais impliqué avec plusieurs de mes collègues, qui a trait, du coup, effectivement, à la pédagogie Montessori. Et ce projet, il est atypique, donc d'une part, parce que c'était pas au cœur de mon domaine de recherche au départ, et il est arrivé aussi dans ma carrière de chercheur de façon un peu atypique. C'était à la fin d'une conférence que je donnais à la Cardi à Lyon, où il y a un enseignant qui est venu me trouver et qui m'a dit c'est intéressant tout ça, nous on essaie de mettre en place dans notre école, on est intéressé par la pédagogie Montessori, on essaie de mettre en place ça en fait dans plusieurs de nos salles de classe. C'est un enseignant d'école maternelle d'une école de la banlieue de Lyon, de REP+, donc plutôt défavorisé. Et il me dit, est-ce que vous pouvez nous aider à, et on en discutait tout à l'heure, c'est une demande qu'on peut trouver dans d'autres enseignants, chez d'autres enseignants aussi, est-ce que vous pouvez nous aider à nous dire si c'est quelque chose qui marche pas, qui a des effets, on espère pas négatifs, voilà. Et on s'est pris au jeu, moi, et puis je dis on parce que j'ai embarqué plusieurs collègues là-dedans, non seulement, alors d'une part avec l'idée d'aider un peu ces enseignants, et aussi parce qu'on a découvert du coup ce champ de recherche sur la pédagogie Montessori. Aussi, je vais vous montrer un peu, j'étais aussi, on est toujours un peu entouré par le mot Montessori un peu partout. On va à la FNAC, il y a des jeux Montessori un peu partout. Je me dis, tiens, Céline Alvarez est passée par là, tout à fait. J'ai beaucoup entendu parler de Céline Alvarez pendant les 5 ans du projet. Et donc, on a dit, on va se lancer. Et on a eu la chance d'être soutenu financièrement par l'Institut Carnot de l'éducation, qui était un dispositif expérimental qui était là vraiment au même moment que nous, du coup, ce qui nous a permis d'avoir une doctorante sur le projet et de mener ce projet. Et donc, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est vous raconter un peu le contexte, la méthodologie, les résultats, et en quoi, en fait, finalement, ce projet qui démarre avec la rencontre avec un enseignant, ça a donné lieu à quelque chose qui est probablement quelque chose d'unique au monde sur l'évaluation de la pédagogie Montessori à la maternelle. Alors, on va commencer. Alors déjà, vous voyez qu'il y a des mots-clés dans ce titre. On va parler sur des enfants, je vais parler de milieux défavorisés. On est à la maternelle, évidemment, et on a les pédagogies Montessori. Donc, je vais essayer déjà de balayer un peu ces différents points pour montrer l'intérêt de ça. Et c'est aussi, évidemment, quelque chose qui est au cœur, je crois, des préoccupations du pôle Pégase. La question des disparités sociales et économiques et leur impact sur le développement socio-cognitif et sur les apprentissages des enfants de façon générale. Il y a une lumière en fait qui fait des siennes de l'autre côté. Alors c'est observable dans beaucoup de pays et sur beaucoup de données. Je vous ai mis des données relativement récentes que j'ai prises du CESEN, donc le Conseil supérieur de l'éducation nationale. Ah tiens. Oui. Voilà. Qui montre ici par exemple, donc ça c'est les résultats des évaluations nationales, c'est en CP, en début de CP, milieu de CP et puis fin de CP, début de CE1. Et vous voyez ici les scores à ces évaluations nationales en mathématiques en fonction de la catégorie sociale de l'école. Donc vous avez en bleu privé, ensuite en vert vous avez le public avec dissocié le niveau socio-économique très haut, haut, bas, etc. Et en rouge, orange-rouge vous avez les REP, donc les réseaux d'éducation prioritaire. Donc vous voyez un impact assez fort, alors qui change en fonction du temps de testing, mais ceci dit, c'est des effets qui sont très très forts. Des effets qui ne sont pas propres à la France, même si la France n'est pas un excellent élève là-dedans. Et c'est surtout des effets aussi qui peuvent s'observer très tôt. Donc ça, je vous ai montré ici, c'est une cohorte américaine, donc c'est aux États-Unis, c'est des tests sur la lecture, mais vous avez exactement la même image avec les mathématiques. C'est une cohorte longitudinale qui porte sur, vous voyez, presque 20 000 enfants en fait qui sont suivis de le kindergarten, c'est la grande section de maternelle, puis CP et puis CE1, et vous voyez l'évolution des performances en lecture en fonction du milieu socio-économique, haut ou bas. Donc vous voyez qu'il y a effectivement toujours cette association assez forte, et vous voyez que cette association en fait elle est là dès l'entrée des enfants à l'école.
Donc, évidemment, ça met le focus, en tout cas un focus sur les débuts de l'apprentissage, puisque ces disparités, elles sont là déjà en entrée. Il y a d'autres arguments qu'on peut trouver dans la littérature pour pourquoi cette période, alors de la petite enfance, chez nous de l'école maternelle, mais il faut bien réaliser que l'école maternelle, c'est vraiment un contexte français, et que tous les pays n'ont pas la chance d'avoir une école maternelle, d'ailleurs, y compris les États-Unis, où c'est très variable, en fait. Donc l'idée, c'est qu'évidemment, c'est une période qui peut jouer un rôle assez important pour potentiellement réduire en fait, ces inégalités. Il y a plusieurs idées qu'on peut trouver sur pourquoi ce serait le cas. Une première idée qui est très théorique, c'est que c'est une période de plasticité qui est extrêmement importante pour le cerveau humain et donc pour les apprentissages de l'enfant. Donc ici, juste pour illustration, ce qu'on peut mesurer en termes de nombre de connexions synaptiques. Et donc vous avez ces périodes en fait, d'augmentation de connexions synaptiques et puis ensuite de diminution de connexions synaptiques, ce qu'on appelle pruning, qui sont très très fortes sur les premières années de la vie, ensuite qui diminuent. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de plasticité après, bien sûr, mais c'est une période de plasticité qui est importante. Un autre argument qu'on peut trouver, et qui est un peu plus au niveau de l'école, c'est que les apprentissages scolaires sont extrêmement cumulatifs. Ça veut dire quoi, cumulatif? Ça veut dire que les apprentissages que vous avez à un moment donné vont beaucoup se reposer sur ce que vous avez appris avant. C'est extrêmement le cas pour les mathématiques, qui est une discipline cumulative par excellence. Donc si vous avez une compréhension de la cardinalité, vous allez utiliser ça pour apprendre l'arithmétique, vous allez utiliser ensuite ça pour la résolution de problèmes, etc. C'est aussi le cas pour le langage. Vous allez avoir une conscience phonologique, vous allez associer ça à des graphèmes, ensuite vous allez décoder des mots, vous allez écrire du vocabulaire qui va vous servir ensuite à aider aussi à décoder des mots, etc. Donc il y a cette idée que si ça fait un peu boule de neige, c'est soutenu par des données, beaucoup de données corrélationnelles, qui sont assez impressionnantes en fait. Donc ça c'est sur des cohortes américaines également. Vous avez ici en ordonnée la corrélation avec les performances à l'âge de 5 ans d'enfants qui sont suivis longitudinalement. Donc ce que vous avez ici c'est un coefficient de corrélation. Vous avez en rouge la corrélation des performances mathématiques mesurées à 5 ans avec les performances mathématiques mesurées à différents âges. Et en bleu, pareil pour la lecture. Lecture à 5 ans, et puis voilà. Donc vous voyez, forcément c'est à 1 à 5 ans, et puis vous voyez que ça diminue, mais ça reste extrêmement fort. On est toujours sur une corrélation qui est à peu près entre 0, presque 0,75 pour les mathématiques. Donc des corrélations très fortes. Vous savez que corrélation, ça ne veut pas dire causation, ou causalité en français on dit, je crois. Causation. Et évidemment, il y a on peut imaginer plein de facteurs, en fait, autres que le fait que ce soit des apprentissages cumulatifs. On a une littérature qui est quand même aussi intéressante sur les interventions dans le domaine de la petite enfance, à la période de la maternelle, qui vont du coup essayer de montrer des effets causaux. En fait, cette littérature elle a démarré dans les années 60-70 avec les programmes, par exemple, qui sont très connus aux États-Unis, qui s'appellent le Perry Project, le abécédarien, avec l'idée de comparer des groupes dans lesquels on avait un apprentissage formel relativement similaire à la maternelle, on pourrait dire, par rapport à des groupes contrôle, et c'est des interventions qui montraient des effets, en fait, qui donc sont un peu plus interprétables en termes de causalité. Il faut bien avoir en tête, ceci dit, que le vrai problème dans cette littérature, c'est que les effets ont tendance à diminuer. C'est un effet qui s'appelle le fade-out. Ça veut aussi dire que même si on travaille sur la période de la petite enfance, il ne faut surtout pas oublier ce qui se passe après, parce que les effets sont difficilement maintenus. Voilà, il y a d'autres, ça c'est historique, mais il y a d'autres preuves en fait qu'effectivement il y a quelque chose qui peut être de l'ordre du causal là-dedans. Alors, et je dirais que la plupart des études sont beaucoup concentrées sur des facteurs structurels en fait. Donc ça peut être, comme exemple, j'ai mis la qualification des enseignants, la taille des classes, l'environnement physique, etc., etc. Il y a un peu moins d'études sur le contenu en fait et le type d'enseignement, ce qu'on appelle typiquement le curriculum. Quels sont les curriculums qui sont plus ou moins efficaces. En tout cas, c'est ce que j'avais en tête, ou quand on a commencé à travailler sur cette expérimentation et qu'on a regardé un petit peu cette littérature.
Et même si je connaissais rien à la pédagogie Montessori, comme on en a déjà évoqué, clairement la pédagogie Montessori, il suffit d'aller au bureau de tabac et d'acheter n'importe quel livre sur la parentalité. Peut-être c'est un peu moins maintenant, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y avait eu un pic à un moment, qui était clairement le moment de l'étude en fait. Et donc voilà, la méthode Montessori à la maison, voilà. Qu'est-ce que je vous ai mis? Voilà, les jeux éducatifs Montessori, de la collection Montessori chez Nature et Découverte. Céline Alvarez et l'eau naturelle de l'enfant, qui est arrivé aussi avant notre expérimentation, mais du coup, qui est alors, je ne vais pas parler là spécifiquement de ça, sauf si vous voulez que j'en parle après, mais c'est vrai que ça a eu un impact assez fort sur les enseignants, en tout cas quand on rencontrait les enseignants, de façon générale à Lyon. Il y a eu des documentaires. J'en parlerai après si vous voulez. Mais voilà, donc c'était juste des exemples sur YouTube. Voilà, aménager une chambre d'inspiration Montessori. Voilà, donc il y a une espèce de prise sociétale dans la société. On trouve beaucoup de mentions de Montessori. Ce qui est intéressant avec Montessori, c'est qu'il y a aussi, il y a toujours probablement une validation un peu tacite, implicite de scientifiques en fait, qu'on peut trouver. Ce qui n'est pas toujours le cas dans tout ce genre de choses. Donc ici vous avez par exemple un livre qui est assez intéressant en fait, qui c'est d'Angeline Lillard, qui est une psychologue américaine, qui a beaucoup travaillé sur la pédagogie Montessori et qui défend l'idée comme quoi la pédagogie Montessori est intéressante parce qu'elle met en jeu beaucoup de ce qu'on sait maintenant être plutôt vrai sur le développement cognitif de l'enfant et social de l'enfant. Et donc, ce livre, en fait, s'appelait Montessori Science Behind the Genius en anglais, et il a été traduit en français un peu plus récemment. Un peu plus proche de nous, par exemple, vous avez ce type de livre. Ça, c'est un livre d'Olivier Audet, L'école du cerveau, de Montessori, Freinet et Piaget aux sciences cognitives. Donc, on commence à rentrer dans des scientifiques français. Voilà. Vous avez même le président du Conseil scientifique de l'éducation nationale qui dit, par exemple, ce genre de choses. La méthode Montessori oblige sans cesse l'enfant à être actif, à explorer de lui-même, quitte à faire de nombreuses erreurs. Cela correspond aux idées actuelles selon lesquelles l'erreur est un signal essentiel de l'apprentissage qui permet aux représentations cérébrales de s'ajuster et à l'enfant de se rendre compte de ce qu'il y a à apprendre. Donc, ce n'est pas juste, évidemment, il y a beaucoup de choses dans la société sur Montessori, mais il y a effectivement plutôt un regard qu'on pourrait imaginer plutôt positif en fait, ou bienveillant de pas mal de scientifiques. Alors je ne vais pas m'arrêter là et on va détailler un peu ce qu'il y a derrière la pédagogie Montessori, même si ce n'est pas du tout d'ailleurs même le but de cette présentation, et puis ce n'est pas non plus mon domaine de compétence fondamentalement, la pédagogie Montessori, voilà, mais évidemment pour comprendre l'expérimentation, on va déjà regarder ce qu'il y a derrière la pédagogie Montessori, qu'est-ce que ça veut dire, et en quoi ça peut différer de ce qu'on peut trouver dans une salle de classe qui n'est pas Montessori, en regardant ce que ça veut dire, ça, une salle de classe qui n'est pas Montessori aussi. Alors, la pédagogie Montessori, elle a été développée par Maria Montessori, qui est une médecin italien. Ça a démarré à la toute fin du 19e siècle, début du 20e siècle. Elle était intéressée par développer sa pédagogie, d'abord chez des enfants avec un retard mental, puis avec des enfants avec plutôt de milieux socio-économiques défavorisés. Ce qui est assez intéressant quand on voit que la pédagogie Montessori, je vais en parler après, est majoritairement actuellement plutôt dans des écoles privées hors contrat, du coup qui s'adressent à des enfants de milieux très favorisés. C'est une pédagogie qu'on pourrait qualifier d'alternative dans la mesure où elle a été un peu développée en réaction à une vision très behavioriste en fait, de la pédagogie de l'apprentissage, avec cette idée que l'enfant doit être passif face aux apprentissages, il peut être passif, on va remplir un peu son cerveau de connaissances, etc. Une vision très behavioriste, donc la pédagogie Montessori est beaucoup plus constructiviste en fait, avec cette idée que l'enfant est un peu plus le moteur en fait de ses apprentissages. Je dirais qu'il y a 4 idées majeures. La première, c'est que, donc, pour Montessori, donc l'enfant a besoin de liberté pour devenir maître de lui-même, ce qu'elle appelle se normaliser, qui est en fait une façon de décrire un peu ce qu'on pourrait maintenant appeler fonction exécutive, en fait. C'est cette idée d'autocontrôle, voilà. Et la pédagogie Montessori, alors on va décrire un peu plus en pratique, mais il y a cette notion de laisser une liberté à l'enfant, mais dans un milieu qui est quand même très encadré. Pas imaginer que les enfants font tout ce qu'ils vont dans la pédagogie Montessori comme dans une salle de classe. C'est très très encadré.
idée très forte, c'est que l'enfant jusqu'à 6 ans a un esprit absorbant qui lui permet de se développer. Et c'est lié en fait à ce qu'elle appelait des périodes sensibles, avec cette idée que l'enfant, à certaines périodes de son développement, va être plus capable d'absorber certaines choses que d'autres. Et quelque part, je suis assez d'accord avec certains des arguments de Jenny Linnard, par exemple, qui dit qu'il y avait des intuitions tout à fait intéressantes et fascinantes, en fait, hein, chez cette femme qui est bien avant qu'on connaisse autant qu'on connaît sur la psychologie cognitive et le développement cognitif de l'enfant. Il y avait des intuitions qui sont tout à fait intéressantes. Et quelque chose qui est très fort dans Montessori, c'est cette idée aussi que chaque enfant doit progresser à son propre rythme. Donc on va avoir une individualisation assez forte. Voilà. Alors c'est un peu abstrait ici, hein, mais on va voir comment ça se traduit si vous n'êtes pas allé déjà dans une classe Montessori. Comment ça se traduit dans une classe Montessori. Alors la façon dont on a essayé de conceptualiser ça, nous aussi, et en quoi ça diffère d'une classe qui n'est pas Montessori. Alors je vais appeler ça conventionnel. On n'a jamais trouvé de bons mots. D'une part parce qu'il n'y a pas de pédagogie conventionnelle, ça n'existe pas en fait. On a imaginé traditionnel à un moment, mais il y avait un côté un peu vieille France qu'on n'aimait pas trop là-dedans. Donc on a choisi conventionnel. On peut toujours discuter, voilà. Parce qu'il y a quand même des choses qui diffèrent en fait. Dans la pédagogie Montessori, qu'est-ce qu'on va retrouver le plus souvent? Le plus souvent, des classes multi-âges. Ça, c'est très important dans la philosophie de Montessori, c'est cette idée qu'on va avoir des groupes d'enfants d'âges différents et qui vont potentiellement bénéficier les uns aux autres. Cette espèce de... Donc on a une mixité des âges. On va avoir, c'est également très très important dans la pédagogie Montessori, tout un ensemble de matériel multisensoriel et autocorrectif, la grande majorité, pratiquement tous développés par Maria Montessori. Donc les enfants, il y a un exemplaire de chaque matériel dans chaque salle de classe. Ça veut dire que si 2 enfants veulent travailler sur le même type de matériel, ce n'est pas possible, il faut qu'un enfant attende. Et vraiment, la pédagogie tourne autour beaucoup de ce type de matériel. Ça permet en fait une individualisation des parcours de façon assez naturelle, parce que justement tout est un peu porté par le matériel, donc ça veut dire que les enfants vont travailler sur différents types de matériel. C'est aussi très fort aussi, hein, dans une classe Montessori, il y a un libre choix, donc c'est-à-dire que l'enfant rentre dans la salle de classe, c'est lui qui décide ce sur quoi il veut travailler, combien de temps il veut travailler. Et il n'est pas, il peut travailler, il peut faire des mathématiques s'il veut toute la matinée. Normalement, alors l'enseignant peut être là pour le guider, etc. Mais il y a vraiment cette idée que l'enfant, c'est lui qui guide en fait vraiment ses apprentissages. Donc l'enseignant est beaucoup plus en retrait. C'est déjà par rapport à je vais lister un peu des caractéristiques conventionnelles juste pour le jeu de les mettre en perspective, par rapport à une salle de classe non Montessori. Il y a aussi des longues périodes de travail autonome, donc on va être normalement entre 2h30 et 3h de bloc de travail par demi-journée à la maternelle. Puis il y a différents domaines d'apprentissage. Les 4 majeurs, c'est la vie pratique, vie sensorielle, mathématiques, langage. Et puis il y a d'autres, il y a les sciences également, la géographie, etc. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans une salle de classe conventionnelle? Si vous avez d'autres termes, à la fin, je veux bien faire un sondage. On va plus avoir un découpage par âge. Et là, j'entends ce que vous allez me dire, ou ce que oui, mais dans les salles de classe conventionnelles, maintenant, et c'est vrai, hein, il y a de plus en plus, et puis c'était là avant, il y a des mixités. C'est vrai. Il y a, à mon avis, plus rarement les trois âges quand même. C'est souvent en double niveau. Mais ceci dit, et c'est fondamentalement vrai qu'il y a aussi il y a des principes de Montessori qu'on va retrouver dans les salles de classe conventionnelles, hein, c'est clair. Mais il y a quand même un peu plus cette idée de découpage par âge. Il y a plus un travail, soit en classe entière, ou plus principalement un peu plus en maternelle, en groupe, ce qui n'est pas présent hein, dans le Montessori. Après, vous allez me dire, oui, mais il y a aussi des séquences de travail autonome dans les classes conventionnelles, ce qui est tout à fait aussi vrai. Elles ne sont pas utilisées de la même façon que dans Montessori, souvent. Dans Montessori,
on ne va pas guider un enfant vers nécessairement un type de matériel ou un type de matériel. Alors, c'est utilisé de façon un peu différente, mais voilà. J'essaie de faire des lignes directrices. Il y a quand même, l'enseignant est beaucoup plus directeur de ce qui se passe dans une salle de classe conventionnelle que dans une salle Montessori. Il y a un emploi du temps qui est très structuré, en fait, c'est-à-dire que c'est également l'enseignant qui va plutôt guider sur les différentes périodes d'apprentissage et ce sur quoi les enfants vont travailler. Et puis, il y a une utilisation qui est complètement absente dans Montessori, de manuels, de travail sur fiches, tout ce genre de choses est complètement absent aussi. Sur les domaines d'apprentissage, là, c'est juste dans une perspective française, on peut imaginer le découpage en domaine du programme à l'école maternelle, qui se recoupe avec Montessori aussi. Évidemment, il y a du langage, des mathématiques. Il y a des sports, il n'y a pas de sport dans Montessori. L'idée, c'est que les enfants soient actifs en soi dans la salle de classe. Alors, comment ça vit Montessori actuellement en France? Donc là, j'ai refait une recherche pour aujourd'hui. Normalement, en tout cas, je cherche ce que j'ai trouvé sur Internet. Vous pouvez regarder vous-même sur ce site. En fait, c'est un site de matériel Montessori qui recense pas mal d'écoles. Donc, on a à peu près 223 écoles qui recensées ici. La plupart, comme j'ai dit, sont des écoles privées hors contrat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quelque chose d'assez important si on veut évaluer la pédagogie Montessori. Ça veut dire que c'est des familles qui doivent débourser au minimum, je ne sais pas, 600 € par mois, quelque chose comme ça. Alors, il y a un aspect intéressant aussi, c'est que Montessori, ce n'est pas une marque déposée. Si vous voulez ouvrir une école et l'appeler Montessori, personne ne va vous empêcher de faire ça. Et vous pouvez le faire. Ce qui peut évidemment poser des problèmes pour des parents, par exemple, qui sont intéressés par la pédagogie Montessori et que c'est difficile de lire exactement. Voilà. Donc il y a un organisme qui s'appelle l'Association Montessori Internationale, qui a été mis en place par le fils de Maria Montessori, qui est toujours là, et donc sa branche française s'appelle l'Association Montessori de France, qui quand même donne en fait à des niveaux de contrôle sur ça. Donc il y a un certain nombre d'écoles qui peuvent être signataires d'une charte des établissements Montessori de France. Et là, ça les contraint. C'est-à-dire ils ont des visites, etc. Donc, voilà, ça les contraint à différents types de choses, mais il n'y en a pas beaucoup. Il y en a 18 sur les 223. Très peu. Il y a d'autres, beaucoup plus, qui peuvent certifier sur l'honneur, respecter au moins les 4 piliers fondamentaux de la pédagogie Montessori, qui sont le fait qu'il doit y avoir des enseignants qui sont formés par l'AMI. Donc l'AMI aussi forme les enseignants Montessori. Il doit y avoir des classes multi-âges. Il doit y avoir un matériel varié et puis et des périodes de temps aussi, les périodes de temps de 2h30, 3h. Voilà. Donc en gros, mais c'est une certification sur l'honneur. Bon, voilà. Donc voilà, c'est comme ça que ça vit actuellement. Beaucoup, les classes Montessori, vous pouvez les trouver là. Vous pouvez trouver des écoles publiques, comme celle dont on va parler aussi, qui utilisent la pédagogie Montessori, mais bon, après, comme je dis, tout le monde peut dire utiliser la pédagogie Montessori. Ce qui pose une question, si on veut étudier ça, de voir comment on va contrôler que c'est bien, dans quel cadre ça se fait. Alors, avant de parler de mon étude, il faut quand même faire un petit état de l'art de ce qu'on sait de façon, sur les études essayant d'évaluer la pédagogie Montessori d'une façon scientifique. En fait, il n'y en a pas des masses. Cette étude est clairement la plus médiatisée parce qu'elle a été publiée dans Science en 2006. Vous voyez, il y a des échantillons qui sont tout petits. Il y avait 2 groupes, mais c'était les échantillons pour les enfants de 5 ans. Donc c'était aux États-Unis. On avait des enfants dans des classes Montessori, 25, et des enfants dans des classes Montessori. C'était des enfants d'écoles différentes. Alors l'étude est randomisée parce qu'en fait, il y a des systèmes de loterie aux États-Unis qui sont mis en place. La pédagogie Montessori est très populaire aux États-Unis aussi, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de parents qui veulent que leurs enfants aillent à des écoles Montessori, mais les écoles Montessori n'ont pas forcément des places pour tout le monde. La façon la plus juste que les écoles ont souvent trouvée, c'est il y a une loterie, et puis si vous gagnez la loterie, votre enfant va dans les classes Montessori. C'est les États-Unis. Si vous ne gagnez pas, vous n'allez pas dans une classe Montessori. Et du coup, c'est randomisé. Mais c'est randomisé au sein de parents qui veulent déjà mettre des enfants dans des écoles Montessori. On va garder ça en tête. Globalement, en fait, cette étude montre des compétences qui sont plutôt supérieures, en fait, dans différentes
domaines, que ce soit les maths, lecture, fonction exécutive, compétences sociales, chez ces enfants qui sont donc en l'équivalent de la fin de grande section pour nous. Cette étude, donc voilà, un effet positif de la plupart des tests en fait. C'est des valeurs de Z-score, donc il ne faut pas lire ça comme des diminutions ou c'est centré sur la moyenne. Je trouve ça toujours ça bizarre, mais bon, c'est un autre point. La même chercheuse, en fait, et son équipe a suivi ça avec une autre étude qui est un peu plus récente, qui est sortie quand on faisait notre étude. Là, elle a suivi des enfants de 3 à 6 ans dans des classes Montessori, il y avait un échantillon plus large, et dans Montessori, toujours le même système de randomisation, donc toujours cette loterie, avec des mesures des compétences en maths, lecture, fonction exécutive, compétences sociales. Et elle a trouvé des effets positifs sur les compétences académiques, sociales, et également appréciation des activités scolaires. Pareil, c'est des Z-scores, c'est pour ça que c'est pas que ça diminue et c'est des Z-scores qui sont en plus centrés à chaque fois sur les différents points. Donc, ce qui veut dire que c'est pas que ça diminue en fait pour le groupe contrôle. Voilà. Il faut juste voir qu'il y a en gros, elle trouve des effets plutôt positifs là-dedans. Il y a un petit biais de sélection là-dedans, parce que quand on regarde l'étendue des études, il n'y en a pas des masses, mais globalement, on n'a pas cette image si claire que ça. C'est ce que la doctorante qui travaillait sur le projet a fait, par exemple, en regardant un petit peu toutes les études. Vous avez ici, donc, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a regardé dans toutes les études le nombre de tests qui étaient effectués, le nombre de tests qui étaient en faveur de Montessori. Donc ça, c'est en jaune. Le nombre de tests qui étaient en faveur de conventionnel, ou pas Montessori, ça c'est en rouge, il n'y a pas. Le nombre de tests qui ne montraient pas de différence. Donc en mathématiques, vous voyez que c'est très partagé. En langage, en fait, on a la majorité qui ne montre pas de différence. En fonction exécutive, c'est partagé. En compétences sociales, par contre, c'est là où les études semblent montrer le plus de différence. Toutes les études ne sont pas randomisées. Et, alors, on ne voulait pas choisir ici, c'est pas, déjà qu'il n'y a pas beaucoup d'études, donc toutes les études ne se valent pas, c'est sûr. Hein. Les études que je vous ai montrées, les deux là, avant, sont des études qui sont randomisées, ce qui est quand même assez important là-dedans. Ceci dit, les limites majeures, j'en ai déjà évoqué quelques-unes. Donc il y a un biais de sélection des familles, dans la mesure où, même sur ces principes de loterie, ouais, ça c'est par exemple des affiches pour les loteries, c'est des familles qui sont un peu spéciales. Spéciales. C'est pas du tout un jugement de valeur, mais elles sont spéciales dans la mesure où elles ne sont pas forcément représentatives de l'ensemble des familles, dans la mesure où c'est des familles qui savent potentiellement font un choix de mettre leur enfant dans des écoles Montessori, donc elles font un choix sur l'éducation de leur enfant, etc. Clairement, que ce soit aux États-Unis ou en France, c'est un contexte socio-économique des familles qui est nettement favorable, donc c'est quand même des familles de milieux socio-économiques favorisés. Cette limite, elle est malheureusement pratiquement tout ce qu'on peut dire, hein. C'est aux États-Unis, très majoritairement. Peu de suivi longitudinal, même si je vous en ai montré un, la majorité ne le font pas. Flexibilité des analyses, ça c'est quelque chose qui me tient pas mal à cœur, c'est-à-dire que parfois les mêmes tests sont donnés aux enfants, mais ils ne sont pas analysés de la même façon. Alors ça c'est aussi une critique qu'on peut faire en général à la psychologie, mais parfois on ne sait pas trop quelle décision est rentrée dans pourquoi faire ça. Donc il y a une flexibilité, par exemple, dans la deuxième étude, les compétences maths ne sont pas analysées séparément des compétences en lecture, alors que ce l'était dans l'étude d'avant. L'équipe a tout mis dans les compétences académiques. Donc moi, je me dis peut-être qu'il y a quelque chose qui a creusé là-dedans. Voilà, c'est un problème assez standard en psychologie cognitive. Hein. Un problème qui est assez important aussi, c'est la fidélité des classes à la pédagogie Montessori. C'est que le taux de pratique de Montessori dans la classe peut varier d'une classe à l'autre, en fait. Et donc, du coup, est-ce qu'on regarde bien toujours la même chose? Ce n'est pas forcément clair. Et puis le groupe contrôle aussi, hein, parce que du coup, quand on fait une expérimentation, on a tendance à toujours regarder le groupe expérimental, mais si on va comparer à d'autres enfants, et qu'est-ce qu'ils font ces autres enfants? Et aux États-Unis, ça peut être très très variable ce qu'ils font ces autres enfants, parce qu'ils n'ont pas la chance d'avoir une école maternelle comme on l'a, avec un système relativement structuré et relativement constant. Voilà, maintenant je vais venir à notre étude
et le contexte de notre étude. Alors, elle va se centrer en fait sur une école publique de Vaux-en-Velin, qui est une banlieue de Lyon. Donc, l'école se situe en REP+, ça c'est des photos des salles de classe qui ont implémenté les classes Montessori. La chose qui m'a le plus intéressé au moment où, enfin, il y a plusieurs choses qui m'ont intéressé, mais quand j'ai discuté avec l'enseignant, en fait, c'est qu'il y a des classes Montessori qui ont été organisées dans cette école, mais également il y a des classes conventionnelles. Donc la moitié de l'école est à peu près conventionnelle, la moitié des classes est Montessori. Alors c'est des enseignants qui sont tous des enseignants de l'éducation nationale, mais étant donné qu'il y a des classes Montessori et des classes conventionnelles, il se passe ce qui passe dans toutes les écoles en fait, de France, c'est-à-dire que vous ne décidez pas dans quelle classe votre enfant va quand votre enfant va à l'école. Ce qui veut dire qu'on a une randomisation en fait. On a une randomisation avec des familles qui ne sont pas les mêmes familles que des études que je vous ai vues avant, qui sont des familles qui sont plutôt de milieux plutôt défavorisés, qui du coup n'ont pas forcément fait le choix, enfin n'ont pas fait le choix du coup de Montessori. Et donc on a un vrai contexte qui est honnêtement, en tout cas à l'époque de l'étude, unique au monde en fait. On a une répartition aléatoire des enfants ici. Vous voyez l'intérêt que ça peut avoir du coup. Du coup, quand on a démarré ça, en fait, on avait un peu plusieurs volontés. On voulait essayer de suivre en fait les enfants au moment où ils rentraient à la maternelle jusqu'à la fin, donc en mesurant leurs compétences une fois par an sur la petite section, moyenne section, grande section. Pour Montessori, quand je dis petite, moyenne, alors je dis ça parce que pour repérer tout le monde, mais pour Montessori, ça veut dire que c'est des enfants qui sont toujours dans la même salle de classe, avec le même enseignant. On voulait déterminer la stratégie d'analyse a priori pour éviter cette flexibilité dont je vous ai parlé. C'est-à-dire, il n'y a pas de raison qu'on ne dise pas avant qu'on démarre l'expérience ce qu'on va faire. Quelles sont les hypothèses, quels sont les tests, comment on va les analyser, etc. Donc on a on appelle ça pré-enregistré en français, c'est pas super joli, mais voilà. Donc si vous voulez voir la pre-registration, elle est en ligne, elle restera en ligne ad vitam aeternam. On voulait essayer de caractériser le mieux possible l'implémentation de la pédagogie Montessori dans cette école. Parce que pour l'instant, tout ce que je vous ai dit, c'est qu'il y a un enseignant qui m'a dit qu'il fait la pédagogie Montessori. Mais bon, du coup, on s'est dit comment on peut faire ça ? Eh bien, on va sonner à la porte de l'école Montessori de Lyon, qui est l'une des écoles Montessori de Lyon, mais qui est l'école historique. On a eu la chance que c'est une des écoles aussi qui est signataire de la charte dont je vous ai parlé. Donc et c'est aussi une école qui sert de centre de formation ou de stage, en tout cas pour les enseignants qui se forment à Montessori. Et donc, eux, ils vont nous dire, en fait, en regardant ce qu'ils font eux et en comparant ce que font avec ce qu'on trouve avec cette école, et ben, ça va nous permettre de voir si c'est effectivement quelque chose de fidèle ou pas. Et puis, on a aussi profité de ça, quelque part, pour aller étudier les enfants de l'école Montessori de Lyon. Parce que du coup, c'était intéressant, c'était des enfants du coup, qui avaient la pédagogie Montessori. Par contre, on avait un niveau socio-économique bien plus favorisé. C'est une école privée hors contrat. On voulait mesurer le plus de choses possible. Donc un ensemble de connaissances, je vais vous montrer ce qu'on a mesuré, compétences cognitives, académiques, sociales. Parce que le problème, c'est pas un problème en soi, mais la pédagogie, quand on est chercheur comme moi, et si on me demande d'étudier un effet, moi je vais tendance à dire, ok, on va regarder des salles de classe dans lesquelles ils sont similaires en tout point, et on va changer un petit truc. C'est que comme ça qu'on sait exactement d'où ça vient. Mais on ne peut pas faire ça avec la pédagogie Montessori, parce qu'il y a tout qui change en fait. Donc si tout change, ça veut dire que il faut au moins mesurer un ensemble de choses, parce qu'on sait, voilà, ça peut avoir un effet sur plein de choses. On voulait aussi informer sur à la fois l'étude, au moment où elle se passait en fait, et sur la pédagogie Montessori. Alors, et informer, ça ne veut pas dire informer de façon la plus objective possible. Et donc, on a fait aussi des cycles de conférences à l'INSPE de Lyon. Peut-être ça s'appelait même l'ESP au moment où ça démarrait. Je crois qu'il y en a certaines parties qui sont toujours en ligne, si ça vous intéresse. On en a fait 3, c'était des journées en fait, où les enseignants pouvaient s'inscrire. Et on a même réussi à faire intervenir même des gens de l'association Montessori internationale à l'INSPE de Lyon pour dialoguer avec tout le monde. Et voilà, donc c'était un projet qui était vraiment franchement très très enrichissant pour tout le monde en
Juste pour revenir sur les limites et sur que du coup, après ce que je vous ai dit, ce que notre étude, comment elle répond un peu à ces limites, on a une répartition ici aléatoire des enfants. On a un contexte socio-économique qui est plutôt défavorisé, sauf évidemment l'école Montessori de Lyon. On est en France. On va avoir un suivi longitudinal sur 3 ans. On a des analyses qui sont préenregistrées. Et on espère avoir une évaluation assez rigoureuse de la fidélité des classes à la pédagogie Montessori. Et je vais vous montrer exactement comment on a fait ça. Et puis on a quand même ce groupe contrôle aussi. Hein. C'est qu'on a un groupe contrôle qui est, je ne sais pas si on peut faire un cocorico, mais on a quand même l'école maternelle en France et quand même un groupe contrôle qui est structuré avec un programme qui est très différent des États-Unis où c'est très très variable. Alors les compétences qu'on a voulu tester, je vais vous montrer chaque compétence avec du coup en vous montrant également les résultats de cette étude, puisque je pense que ça vous intéresse aussi. Donc on a mesuré les compétences mathématiques, les compétences langagières, les fonctions exécutives, les compétences sociales, le bien-être à l'école. Alors si vous étiez là au début de tout le monde était là en ligne au début de ma conférence, je vous ai dit que ma spécialité c'est plutôt le développement des mathématiques. Donc c'est pour ça que je ne pouvais pas faire ça tout seul, clairement. Il y avait toute une équipe autour de moi et on a travaillé ensemble. Donc les compétences mathématiques, en fait, on a développé ça avec les tests et voilà, avec Marie Lingard et Marie-Caroline Crozet, qui est maintenant Paul Pégase. Compétences langagières avec Aira Novek. Fonctions exécutives avec moi, avec Jean-Baptiste Van der Hens, qui a beaucoup travaillé sur les compétences sociales. Et Jean-Baptiste a également travaillé beaucoup sur le bien-être à l'école. Ces mesures, on s'est dit que c'est peut-être important aussi de mesurer dans quelle mesure les enfants sont bien à l'école, en fait. Tout ça ne pouvait pas se faire sans Philippine, qui était la doctorante sur le projet, qui était financée par l'Institut Carnot de l'éducation. Alors, on va arriver sur les résultats. Déjà, première étape, comment est-ce qu'on peut mesurer la fidélité d'implémentation de la pédagogie Montessori? Philippine Courtier, du coup, a fait un énorme travail en essayant d'établir une grille, en fait, de ce qu'on doit trouver dans une salle de classe Montessori pour la plupart des enseignants de Montessori. Il y avait 3 dimensions dans cette grille. Le type de matériel qu'on doit trouver dans une salle de classe Montessori, les éléments, c'est-à-dire en gros ce que l'enseignant fait, quelles sont les postures de l'enseignant, etc. Voilà. Les blocs de travail, par exemple, est-ce que c'est suffisamment long? Voilà. Les activités, ça c'était une approche qu'on a appelée snapshot. L'idée c'était d'aller dans une classe Montessori, un peu sans leur dire en fait, et de regarder pendant 10 minutes, de faire une observation et de noter tout ce qui se passe. Et puis ensuite on revenait, etc. avec l'idée de dire on va faire des échantillonnages comme ça, et on va voir si ce qu'on observe c'est effectivement du Montessori ou pas. On a fait ça sur 3 groupes, donc c'est comme ça qu'on l'a écrit dans le papier. Alors, déjà, si ça vous intéresse, cette grille, allez-y, elle est en ligne. Ouais, là, c'est complètement caché. Mais... je peux... Ouais. Voilà. Non. Eh ben non, c'est pas de l'open science du coup. On va mettre là. Voilà. Voilà, donc c'est pour que les gens l'utilisent en fait. Hein. Donc voilà, ça permet un peu de mesurer la fidélité d'implémentation. Donc il y a 3 groupes. Montessori privé, ça c'est l'école de Lyon 6+, on est allé voir d'autres écoles Montessori dans la région de Lyon. Montessori public, c'est les classes Montessori de notre école publique. Conventionnel public, c'est les classes conventionnelles de notre école publique. Et ici, vous avez du coup, en fonction des différents domaines dont je vous ai parlé, le pourcentage de choses qui étaient présentes. Alors, voilà. Donc voilà, donc vous voyez en fait qu'il y a une différence énorme avec les classes conventionnelles. Il y a un peu moins de matériel dans notre école publique. Par contre, au niveau des éléments ou surtout des activités, je pense que les activités c'est vraiment une échelle importante, ce qu'on observe lorsqu'on va. Il y a vraiment en fait une fidélité qui est assez impressionnante. Ce qui est, voilà. Donc il y a moins de matériel, pourquoi? Parce qu'il y a moins d'argent. Mais donc voilà. Mais globalement, c'est pas si mal que ça. Voilà. Les analyses, je vais vous montrer les résultats sur les différents tests.
Je vais vous montrer ça en fonction. Alors, il se trouve que la stratégie qui était préenregistrée, c'était des statistiques bayésiennes, en fait, qui est assez intuitive. En fait, l'idée, c'est de quantifier le niveau de preuve, soit pour l'hypothèse alternative, comme quoi il y a une différence entre les groupes. Donc, on a 3 groupes, en fait, chez nous. On a les classes conventionnelles de l'école publique, les classes Montessori de l'école publique et les classes Montessori de l'école Montessori. Et l'hypothèse nulle, c'est qu'il n'y a pas de différence entre les groupes. Je vais vous montrer ça. Donc, en général, dans les statistiques bayésiennes, on quantifie ça en fonction de la force de la preuve. Et puis, ce qui est intéressant dans les statistiques bayésiennes, c'est que ça peut nous donner une idée de la force de la preuve pour l'hypothèse nulle, ce qui est un peu plus difficile à avoir pour les analyses fréquentistes. Ceci dit, dans le papier, on utilise également des statistiques fréquentistes et on montre également la taille de l'effet, qui est donc la différence entre les groupes en termes d'écart type. Voilà, plan expérimental, on avait une étude transversale, c'est-à-dire qu'on a regardé à la fin de l'école maternelle quelles sont les différences dans les compétences des enfants dans ces 2 groupes, et puis on avait également l'étude longitudinale qui faisait qu'on suivait en fait les enfants de l'entrée à la maternelle à la sortie de la maternelle. En gros, ça s'est échelonné comme ça, on avait 3 vagues en fait, 3 différentes cohortes. De 2015 jusqu'à l'année 2019. Voilà. Participants, du coup, sur les 3 groupes d'enfants, en fait, on avait dans l'école publique, on avait 53 enfants dans les classes Montessori, donc sur l'étude transversale, 78 enfants dans les classes conventionnelles, 45 enfants à l'école Montessori de Lyon. Sur l'étude longitudinale, on avait un peu moins d'enfants, parce que c'était difficile à faire, en fait. On avait 33 enfants en Montessori, 37 enfants en conventionnel. Ici, on n'avait que l'école publique. L'étendue, je disais que c'était difficile à faire parce qu'on voulait mesurer beaucoup de choses. Donc on est aux antipodes d'une étude qui va utiliser, je ne sais pas, qui va tester 5000 enfants avec un petit nombre de tests. Ici, on avait un groupe plus restreint d'enfants, mais on voulait caractériser beaucoup de choses. On avait 1h20 de tests par enfant, ce qui est énorme pour des enfants de petites sections. Évidemment, on ne faisait pas tout ça en 1h20, on y allait plusieurs fois en fait. Ce qui aussi est très difficile à faire parce qu'on n'avait pas les moyens du pôle Pégase. On était vraiment, nous, une équipe de recherche en fait. Donc c'est vraiment, il y avait beaucoup d'étudiants qui se succédaient, etc. Alors, mathématiques. Du coup, à chaque fois, je vais vous parler aussi de l'approche. J'ai un quart d'heure, un peu, pour finir. On a démarré après. Vas-y, ouais. Ça va le faire. Donc, les compétences mathématiques, quelles sont? Alors, vraiment, là, je vais vite sur les différents aspects, mais qu'est-ce qui distingue un peu Montessori? Alors, il y a déjà une importance très très forte dans la manipulation. Donc, on va avoir beaucoup de matériel, tout ça, c'est du matériel Montessori. Du matériel qui va demander aux enfants de manipuler différents types de choses. Il y a une importance assez forte sur le calcul symbolique. Et cet aspect symbolique qui est moins présent en fait à l'école classique maternelle en France. Le système décimal, qui est aussi en général pas introduit. C'est des choix un peu différents qui sont faits en fait dans Montessori que dans l'autre système, dans le système disons plus traditionnel ou conventionnel. Et il y a une association aussi qui est intéressante. Il y a beaucoup d'associations entre le nombre et l'espace, ce qui est quelque chose qui est intéressant pour quelqu'un comme moi qui s'intéresse au développement des compétences mathématiques. Je ne vais pas aller dans le détail, mais si ça vous intéresse, en fait, du coup, Marilyn et Marie-Caroline ont écrit, qui sont didacticiennes en fait, sont allées voir en fait en quoi les classes Montessori diffèrent des classes conventionnelles sur leur approche du nombre, et en fait, elles ont quantifié différents types de tâches qui sont typiquement trouvées soit dans une école, soit dans un type d'enseignement, soit dans l'autre. Et on essaie de regarder ça avec un point de vue didactique. Et donc, c'est extrêmement intéressant. Ça donne aussi un point de vue intéressant sur les résultats qu'on a ou même les absences de résultats qu'on a. Donc, voilà. Donc, elles ont publié là-dessus. Et vous pouvez aller regarder. Vous demandez à Marie-Caroline, du coup, puisqu'elle est dans le coin. Les tests qu'on a utilisés, on a utilisé un test relativement qui a déjà été utilisé, notamment aux États-Unis, qui s'appelle le Woodcock-Johnson, sur la résolution de problèmes. Donc ici, on va tester un ensemble de compétences mathématiques. Marilyn Gard a développé un test spécifique en fait, qu'on a appelé connaissance quantitative. L'idée, c'est de tester les attendus de fin de grande section
au niveau des deux types de classes, en fait, et à la fin de l'école maternelle, donc selon le programme de l'éducation nationale. Également la connaissance de la comptine numérique. Je ne vais pas vous montrer tous les résultats, parce qu'il y a beaucoup de résultats, évidemment. Je vais vous montrer les résultats pour lesquels on a des différences entre les trois groupes. Première différence avec les trois groupes, donc vous voyez ici le niveau de preuve, un effet très fort, extrême. Ah, c'est dommage, il y a des points qui ne passent pas sur le... Je ne sais pas si ça passe mieux en ligne, du coup. Ouais, ça doit mieux passer en ligne. Donc vous voyez, en fait, à chaque fois, vous avez la moyenne avec l'erreur standard, et puis chaque point, en fait, c'est des enfants. Donc vous voulez, en fait, les gens à la maison, ils voient mieux. Vous auriez dû rester à la maison. Non. Donc vous voyez la variabilité qui est assez importante. En fait, cet effet, il est extrême, mais en fait, il est drivé en fait par les enfants de l'école Montessori, de l'école privée. Lorsqu'on regarde juste entre la différence entre les classes de l'école, les classes publiques du coup, et les classes Montessori versus les classes conventionnelles, en fait, on n'a pas de différence. On a même en fait des preuves pour une absence de différence. Même chose pour les connaissances quantitatives, en fait, on a un effet qui est drivé principalement par les enfants de la classe Montessori, des classes Montessori de Lyon, et en fait pas d'effet, difficile de dire ici, entre les deux groupes de l'école publique. Donc cet effet, il est drivé par ce que je vous ai montré, ma première diapo, principalement, je dirais, c'est des enfants très favorisés, qui ont évidemment plein de choses qui diffèrent hors de des salles de classe Montessori. Sur le support familial, etc. Ça, c'est juste pour vous montrer rapidement que ce n'est pas parce que nos tests ne mesurent rien et qu'ils ne mesurent pas de différence d'une classe à l'autre. Évidemment qu'il y a des progrès, dans les deux groupes de l'école publique. Voilà. Mais ces progrès sont juste, en tout cas selon nos analyses, comparables. Donc voilà ce qu'on a trouvé pour les mathématiques. Compétences langagières, l'approche Montessori. Alors, quelques éléments qu'on peut trouver. Alors là, du coup, je me sens un peu mal parce que Marilyn est plus spécialiste que moi, mais je vais y aller quand même. Donc, il y a un enseignement qui est vraiment systématique des correspondances entre les graphèmes et les phonèmes. C'est vraiment très très fort dans l'approche Montessori dès l'âge de 3 ans, en fait. Les enfants apprennent le son des lettres avant d'apprendre le nom des lettres. Il y a un aspect production des mots qui est assez frappant, c'est-à-dire que les enfants vont rentrer là-dedans, une fois qu'ils ont associé graphème et phonème, ils vont commencer à composer des mots avec différents dispositifs, alphabet mobile, ensuite écriture, etc. Donc il y a un aspect production plutôt que décodage de lecture. Et puis il y a un aspect multisensoriel qui est présent partout dans Montessori, mais qui est également présent dans ce matériel-là. Donc on va avoir une exploration haptique, donc du toucher avec un retour sensoriel. Les enfants vont toucher les lettres, voilà, beaucoup et les manipuler. Et puis, ça c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans beaucoup de choses. On peut toujours imaginer, effectivement, il y a des possibilités d'interaction seul à seul avec l'enseignant, qui est un peu plus forte, c'est vrai, et des enfants plus âgés également. Donc on a démesuré différentes choses sur le langage, vocabulaire, conscience phono, lecture, donc lecture au sens large, c'est-à-dire l'idée c'est d'avoir un test qui va de la reconnaissance de lettres, graphèmes, des mots, jusqu'à même quelques phrases, etc. Donc l'idée, c'est que les enfants vont aussi loin qu'ils peuvent, en fait. Et on a même des compétences pragmatiques dont je ne vais pas parler ici, ça c'était la spécialité d'Aira. Alors sur la lecture, c'est l'effet qu'on a le plus fort. Donc là, on a un effet entre modéré et fort, donc ce qui est plutôt assez impressionnant, sur les trois groupes qui diffèrent. Et ce que vous voyez par contre ici, au contraire des mathématiques, c'est que cet effet il reste modéré et fort quand on compare Montessori public et conventionnel public, donc au sein de l'école maternelle. En fait, si on regarde avec des stats fréquentistes, par exemple, si on calcule la taille de l'effet, il est plutôt très impressionnant en fait, pour une classe, pour une intervention dans une salle de classe. C'est en général pas des tailles d'effet qu'on retrouve assez souvent. Également, sur l'analyse longitudinale, un effet assez fort quand on suit les enfants. Donc vous avez ici en gras en fait, les moyennes et derrière, en fait, dans le background, les différences individuelles entre les enfants. Et vous voyez que ces différences, en fait, elles ont tendance à émerger à la dernière année. Voilà.
Donc sur la lecture, sur les autres, quand je ne parle pas des autres tests, ça veut dire qu'on n'a pas trouvé de différence. Pour faire court et pour m'arrêter dans le temps imparti. Fonction exécutive. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir dans l'approche Montessori qui permet de dire, et il y a plusieurs arguments qui ont été faits dans ce sens, notamment par quelqu'un d'assez influent qui s'appelle Adele Diamond. Si les gens travaillent sur les fonctions exécutives et leur développement chez l'enfant, ils connaissent cette personne. Donc elle a écrit, par exemple, sur l'intérêt de la pédagogie Montessori sur les fonctions exécutives. Donc c'est vrai qu'on a une autorégulation, une autodiscipline qui est assez important. Effectivement, les enfants, on les responsabilise assez tôt, en fait. Ils ont différents types de tâches à faire, etc. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas dans d'autres tâches, hein, dans les classes conventionnelles, évidemment. Le dernier point, contrôle moteur, il y a des exercices qui sont effectivement, qui vont demander à l'enfant de maintenir son contrôle, etc., marcher le long d'une ligne comme ça, en tenant différents types d'objets. Alors, on a essayé de mesurer ça de différentes façons. Autorégulation, on a utilisé un test qui s'appelle HTKS, Head to Knee Shoulder. L'idée, c'est de faire le jeu. C'est assez, voilà. Sauf que le jeu, c'est de demander à l'enfant de faire l'inverse de ce qu'on fait. Ce qui peut devenir un peu compliqué. Et ce qui, évidemment, fait intervenir ses capacités d'autorégulation. Planification avec des labyrinthes. Mémoire à court terme, mémoire de travail. On a utilisé le bloc de Corsi. Voilà. Donc il faut plutôt un composante spatiale. Je vais rapidement. Donc on a un effet extrême également en mémoire de travail, mais comme vous voyez sur ce pattern, c'est le pattern qu'on trouve le plus souvent, c'est évidemment drivé par les enfants de l'école Montessori de Lyon. Pas de différence en fait sur les deux groupes des classes conventionnelles, des classes publiques. Compétences sociales et bien-être. On peut imaginer plusieurs raisons pour observer des différences potentiellement, qu'on peut trouver comme argument dans la littérature. Il y a un mélange des âges, une collaboration. Du coup, ça peut entraîner une collaboration entre les différents enfants. On n'a pas d'évaluation, c'est vrai que je n'en ai pas parlé, parce que la maternelle, ce n'est pas le domaine où on a beaucoup d'évaluation, mais c'est assez fort après par contre. Il y a une absence totale d'évaluation dans Montessori. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'évaluation de l'enseignant de où est l'élève, mais de feedback. Soit positif, soit négatif. Donc négatif, on ne dit pas, c'est pas bien, tu as fait une erreur, etc. Ou pas de smiley, voilà, qu'on peut trouver même à l'école maternelle. Mais même positif, ce qui est assez dur. C'est que normalement, si c'est une classe Montessori, l'enseignant ne doit pas complimenter un enfant non plus. Pourquoi ? Parce qu'il faut qu'il travaille pour le travail en soi et pas pour le... Voilà. C'est selon la philosophie Montessori. Et il y a une autonomie aussi qui est assez favorisée. Donc on a mesuré différents types de choses, et je suis désolé d'aller vite, mais c'est vraiment une étude où on a mesuré beaucoup de choses en fait. Il y a le papier, c'est l'avantage que vous pouvez aller voir. Je vais montrer le papier ensuite. On a mesuré la théorie de l'esprit, je pense que la majorité des gens savent ce que c'est. Résolution de problèmes sociaux, donc ça c'était une petite situation où on dit voilà, il y a un enfant qui lit un livre, tu as envie de lire ce livre, comment tu fais partage, ça on utilise le jeu du dictateur, donc l'enfant devait, ça s'appelle comme ça, en fait on donnait, il avait des bonbons, c'était des stickers, il choisissait des stickers et puis ensuite il devait en donner en fait à d'autres enfants quand on lui dit qu'il ne pouvait pas en avoir. Mais regardez si il y avait des différences dans les types de classes, donc ça c'était le domaine de Jean-Baptiste Van der Ernst. Justice distributive en contexte d'inégalité, ça aussi c'était Jean-Baptiste. Donc par exemple, si on met l'enfant en situation où il y a différents types de personnages qui sont inégaux, pour différentes raisons, là parce qu'il y en a un qui est feignant et l'autre il travaille. Et si on demande à l'enfant de donner des bonbons par exemple à ces personnages, est-ce qu'il va en donner de façon juste ou est-ce qu'il va privilégier celui qui travaille le plus, etc. Relations perçues avec l'enseignant, ça c'est plutôt des questionnaires, avec les pairs. Compétences perçues, à la fois en lecture, donc ce que l'enfant pense de ses propres compétences, donc de self-efficacy, et compétences perçues en mathématiques. Et puis également attitude générale avec l'école. En fait, on a un test pour lequel on a une différence entre les trois groupes. C'est celui-là, qui potentiellement vous étonne moins, du coup, mais c'est toujours intéressant. Ça veut dire que globalement, donc, on a une différence entre les trois groupes sur les compétences perçues en lecture. Donc les enfants diffèrent en fonction de ça. Et lorsque on regarde juste en fonction des classes, soit Montessori, soit conventionnelles de l'école publique. Enfin, on a un effet très fort sur ces compétences-là. Ça veut dire que les enfants sont meilleurs en lecture et ils le savent.
Voilà, allez, je finis dans 5 minutes. Donc voilà, donc la majorité des analyses, en gros, ne montrent pas de différence entre ces deux types de pédagogie au sein de l'école publique. Donc, que ce soit dans les... évidemment, comme tout test, on pourrait toujours imaginer qu'on aurait pu faire des tests qui montreraient des différences, et ça, je ne peux pas vous dire. Mais en tout cas, on a essayé d'être assez exhaustif, que ce soit en mathématiques, fonctions exécutives ou compétences sociales. Ça veut dire quoi? Potentiellement que les études précédentes pourraient avoir, à mon avis, un peu surévalué l'effet de la pédagogie Montessori, du fait d'un certain nombre de biais que j'ai listés sur les caractéristiques des familles, sur le groupe contrôle, parce que le nom de groupe contrôle aussi, quelque part, quand on ne trouve pas de différence, ça veut aussi dire que le groupe contrôle, il est aussi bon que l'autre, ça veut aussi dire que... donc évidemment, ça dépend aussi de ça. C'est un peu le sens de ça, c'est qu'en même temps, on ne trouve aucune mesure où il y a un effet négatif de la pédagogie Montessori. Or, quelque part, je suis assez content pour les enseignants, du coup, et du coup, qui finalement, on s'est demandé en fait comment ils allaient recevoir en fait ce type de résultats, en fait, les enseignants. Mais en fait, ils l'ont reçu plutôt très bien, en fait. Et puis, il dit, et puis on peut toujours s'améliorer, etc. Il y a toujours ce petit espoir de dire. Et aussi, bon, certes, ils ne montrent pas de différence, mais peut-être si on travaille encore plus, on va arriver au niveau des... voilà. Et c'est vrai qu'on montre des différences avec l'école Montessori de Lyon, mais ça, c'est très difficile à interpréter parce que là, il n'y a pas de randomisation et il y a des différences très fortes entre les enfants au niveau socio-économique. Différences notables, cela dit, évidemment, vous l'avez vu, en lecture. Donc, les enfants des classes Montessori ont des meilleures compétences en fin de grande section que les enfants de classes conventionnelles. La taille des faits, comme je vous l'ai dit, elle est assez importante pour une intervention en éducation. Alors, ce qu'on dit dans le papier, c'est cohérent avec en tout cas une certaine partie de la littérature antérieure, en tout cas les études ayant utilisé un design randomisé contrôlé. En fait, moi, presque, ce qui est presque, je trouve le plus intéressant ici, c'est non seulement que, effectivement, donc les classes Montessori de l'école publique les enfants sont meilleurs en lecture ici, mais en fait, ils ont le même niveau que les classes Montessori de l'école publique de Lyon. Et en fait, je n'ai pas montré les stats bayésiennes de là, mais il y a aussi également une preuve pour une absence de différence entre ces deux groupes. Et ça, c'est assez intéressant en fait, parce que s'il y a bien un domaine où il y a des différences socio-économiques, c'est la lecture. Presque, pour moi, c'est presque cette absence de différence. Si je devais retenir... le fait qu'il n'y ait pas de différence sur plein de choses, à mon avis, c'est intéressant aussi. Mais je trouve intéressant le fait que ces enfants-là, en fait, qui viennent vraiment de milieux très très différents, en fait, ont les mêmes compétences dans les tests qu'on a utilisés en tout cas. Alors, pourquoi plusieurs arguments qu'on a pris de la littérature aussi sur l'avantage en lecture. Et comme je vous l'ai dit, le problème, c'est qu'on bouge tellement de choses dans Montessori que je ne peux pas vous dire quel est l'ingrédient, quel est le cocktail qui fait ça, en fait. Je ne sais pas. On peut imaginer, effectivement. Alors, ça, c'est clair qu'il y a un apprentissage systématique des correspondants de graphème-phonème. Voilà. Et c'est clair que la littérature, enfin, à moins que Marilyn me conteste, semble montrer ça, effectivement, que c'est quand même une composante importante. Et vous allez me dire, oui, mais c'est aussi ce qui est fait dans les écoles conventionnelles, je suis d'accord. Il y a peut-être quelque chose de très... alors, il y a peut-être moins de variabilité dans les classes Montessori, c'est qu'en gros, il y a vraiment un curriculum qui est très, très encadré par le matériel Montessori, donc les enfants font absolument toujours la même chose. Donc voilà. Il y a un accent qui est intéressant, qui est mis sur la production de mots. J'ai trouvé un peu moins de choses dans la littérature sur ça, mais ça peut souligner un peu l'intérêt de ces correspondances. Ça peut faciliter peut-être la mémorisation. On peut imaginer des choses intéressantes qui viennent de ces activités de production. Donc en gros, ce qu'on dit, c'est que les enfants, ce qui se peut trouver dans la littérature, c'est les enfants Montessori apprennent à écrire avant d'apprendre à lire, en fait. C'est vraiment l'idée. Et puis il y a l'exploration haptique, et donc ça, on peut trouver des éléments qui permettent de penser que cet aspect multisensoriel et cette exploration haptique des lettres, donc il y a des lettres rugueuses par exemple, si vous ne connaissez pas le matériel Montessori, c'est un matériel assez célèbre, où au départ les enfants en fait, touchent les lettres en fait, sur du papier vert en gros, c'est l'idée. Et donc ça a été fait d'ailleurs ici, non peut-être ça c'est des études d'Edouard Gentez.
qui effectivement, dans une série d'études avec Florence Barra, ont montré que ce type de manipulation avait des effets plutôt intéressants sur la connaissance des lettres, sur la connaissance des pseudomots, la conscience phono, etc. Voilà. Évidemment, il y a des limites, et je ne dis pas que notre étude n'a pas de limites. C'est quelque chose qu'un reviewer a dit, l'expérimentation n'était pas un aveugle. Bah non, c'est-à-dire qu'effectivement, ce que je veux dire, c'est que les expérimentateurs qui venaient là, ils savaient qu'un enfant venait d'une classe Montessori ou pas Montessori. C'est vrai, on n'a pas... C'était trop difficile de faire ça. Voilà. C'est un biais. Ça se voit, oui, bien sûr. Mais bon, c'est une limite. Une limite que je n'ai pas listée aussi, par contre, c'est que les enseignants étaient un aveugle dans la mesure où eux, ils ne savaient pas ce qu'on faisait, par contre. Et ils ont accepté de ne pas savoir ce qu'on faisait pendant 5 ans. Ce qui est quand même à leur crédit. Du coup, c'était vraiment la vraie surprise le moment où on leur donnait les résultats. C'est-à-dire qu'ils ne savaient pas ce sur quoi on travaillait. Voilà. Ils savaient qu'il y avait des stickers de temps en temps, mais voilà. Taille d'échantillon, elle était limitée, mais un terrain comme ça, on ne va pas trouver 3000 enfants. Et ça, c'est extrêmement important. Les enfants étaient répartis de manière aléatoire, mais pas les enseignants. Évidemment, on n'a pas pris un enseignant, on ne lui a pas dit « toi, tu vas faire du Montessori, toi, tu ne vas pas faire du Montessori ». Donc, évidemment, il y a un biais ici. La formation. Alors, il y a eu une discussion avec le reviewer dans quelle mesure ce n'était pas un point positif ou pas, de dire que, bon, ben voilà, ça montre aussi que c'est pas... Parce que la formation Montessori, c'est long, c'est cher aussi. Alors, il y a un enseignant qui s'est formé, mais sur le tard, formé. Il y a déjà un aspect, qu'est-ce que ça veut dire former? Parce que les enseignants, l'AMI va dire former, ça veut dire former par nous, mais former... voilà. Donc, il peut y avoir des formations autodidactes, enfin, voilà. Donc, mais en tout cas, il y avait les enseignants étaient en majorité pas formés par l'association Montessori internationale. Ceci dit, comme les observations les plus objectives qu'on a fait, nous, dans la salle de classe, montraient que globalement, on avait une fidélité qui était assez haute. Le matériel n'était pas aussi complet, ça c'était ce qu'on observait aussi. Temps de travail un peu plus court, pas beaucoup, parce qu'il fallait accommoder. En fait, finalement, il y a une liberté dans l'école maternelle qui permet assez bien d'avoir ce type d'expérimentation. Il y a quand même la salle de motricité. Ça, c'est absent dans la pédagogie Montessori, mais là, il fallait qu'ils fassent un travail dans la salle de motricité, donc du coup, ça empiétait un peu sur les longues périodes d'apprentissage. Évidemment, on ne sait pas quels sont les effets sur le long terme. Peut-être qu'on testait ces enfants 3 mois plus tard et il n'y en avait plus de différence et je ne peux pas vous dire le contraire. Malheureusement. Hein? Oui, c'est ça, ouais, en primaire. Ouais. Parce qu'après, ces enfants, après, ils sortaient du système. Enfin, ils sortaient évidemment des classes Montessori aussi. Ils intégraient l'école primaire associée. Voilà, c'est ma dernière slide, je crois. Honnêtement, je pense que du coup, avec cette rencontre complètement inattendue avec cet enseignant, on a mené une expérimentation qui est franchement assez unique au monde sur la pédagogie Montessori, à l'école maternelle française, oui, clairement. Voilà, ça c'est des choses que j'ai déjà dit. Donc globalement, je pense qu'on peut imaginer, il y a des gains comparables, un curriculum, voilà, en tout cas de l'école maternelle française. Ceci dit, des aspects positifs en lecture, limite. Et puis voilà, je peux juste appeler à faire plus ce type d'expérimentation, peut-être avant même de dire des choses sur l'aspect bénéfique ou pas. Voilà, on peut toujours évidemment discuter de qu'est-ce qui nous paraît bénéfique en termes de scientifique, mais c'est vrai que si on n'évalue pas, c'est toujours difficile. Voilà, je vais juste terminer. Vous avez le papier ici, il est en open access, donc vous pouvez aller le voir. On a essayé de mettre toutes les informations possibles. Ça, c'est, je le redis, du coup, ça c'est le lien pour la grille d'implémentation. Le papier est en anglais, mais si vous ne lisez pas l'anglais, il y a la thèse de Philippines qui est aussi accessible, où vous allez apprendre plein de trucs sur Montessori, tout ça, la pédagogie Montessori, évidemment. Et puis, c'est le type d'étude où j'ai jamais écrit des remerciements qui étaient aussi gros dans un papier, c'est les remerciements du papier, en fait. Ça, c'est tous les étudiants, en fait, qui étaient venus avec nous à chaque testing, parce qu'on ne pouvait pas faire ça, Philippines ne pouvait pas faire ça toute seule. Donc voilà, et puis évidemment, on a remercié les enseignants et avant tout les enfants qui ont participé à tout ça pendant toutes ces années. Voilà, c'était une belle expérience et ça donne des résultats, je pense, intéressants. Merci à vous.